Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. Le possible n'est pas impossible pourvu que le rêve soit possible. Il faut aller à l'idéal en passant par le réel, le nôtre. Et plus qu'amer, il est l'amertume elle-même. L'idéal me semble hors de portée, du moins dans le moment présent. D'autant que la révolte du peuple algérien et sa détermination d'en finir avec le désordre, la corruption et l'arbitraire n'ont pas été suivies par la discipline, l'organisation, la mobilisation qu'il faut des élites. La rupture est consommée. Le peuple veut en finir et vont finir avec le système et ne communique plus avec son intelligentsia. Il est en conflit avec tout ce qui est pouvoir, avec tout ce qui est autorité, avec tout ce qui est système. Il ne croit plus aux discours ni aux promesses. Il est en rupture de ban avec tout ce qui est officiel. Il s'en tient à la légitimité, mais une légitimité qui n'a pas de fondement légal, parce que c'est une légitimité hors du cadre légal du régime en place et des textes fondamentaux du pays. On se retrouve donc dans une situation kafkaïenne où le peuple vit dans un monde et le système, la société civile, les partis, l'autorité de l'armée, la présidence, les ministres et toute la monocultura dans un autre monde. Yitnhaw ga, qu'ils dégagent tous. Le slogan phare du Hirak est devenu un principe révolutionnaire que l'on veut appliquer en toute urgence. Au fil des mois, le système se découvre dans l'impasse parce qu'il gère légalement un peuple qui n'a pas conquis légitimement. La révolution a perdu de son dynamisme, de sa ferveur et de sa force de frappe du départ, mais reste vivante dans le cœur de ceux qui y croient. Peut-on dire que c'est la fin du match, avec le retour en force de l'arbitraire, de la répression, de la restriction des libertés, de la question des détenus d'opinion, sur fond de la répétition des pratiques désuètes du passé? Non, parce que le Hirak est d'abord une idée, et puis il n'est pas limité, comme il l'aurait écrit un célèbre journaliste, dans le temps, il épouse le temps. Il est le temps, nul arbitre ne peut siffler la fin du Hirak ou rappeler le temps qui reste à jouer. ماناش مقتنعين كاع يتقبل التغيير نحاو بيون وعاودوا داروا بيون واحد اخر تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع ما نعرفش عربيه هذه هي الدرجه تاعنا. It's just very important to emphasize that the street protest movement itself is not just about removing the president, the interim president, Ben Salah, and the interim prime minister, Bedoui. It's about changing the whole system. I mean, they have this expression in Algerian Arabic, Yatanahu ga. And the ga is a very Algerian Arabic word that just means a lot of it. Just that. Hirak, 5 ans après le possible n'est pas impossible, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Assia Gchoud, qui est activiste politique, militante des droits de l'homme. Elle est avec nous ici dans le studio. Marhaba bik, Assia Gchoud, ça fait plaisir de vous avoir dans ce plateau. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, salam alaikum, Azul. Et merci de me recevoir ici à Londres, sur votre plateau. Merci beaucoup. On a aussi le plaisir d'accueillir Abdelrahim Moussawar, qui est enseignant, militant politique. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia, l'équipe technique. Et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir aussi, Lias Jubaili, économiste, ingénieur, militant politique. Lias Jubaili, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci encore Nasser pour votre invitation. Mes saluts à toute l'équipe Magharibia et ceux qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation ici dans le plateau à Londres. Merci beaucoup Lias Jubaili. Barakallahu fik. On va commencer cette émission avec Assia Gchoud. Assia Gchoud, donc on a commencé notre couverture, bien sûr spéciale par rapport à 5 années après le début de cette révolution
pacifique, le Hirak. Et bien sûr, on va revenir un peu sur le détail de cette année de 2019 et sur tout ce qui s'est passé. Comment peut-on décrire, si on peut dire, 5 années après le début du Hirak, surtout qu'il y avait des manifestations un peu partout en Algérie, des manifestations pacifiques, mais aussi la réaction du régime, des autorités algériennes. Au début, donc, il y avait le Gaïd Saleh qui était contre, donc qui a qualifié même Cherdima, les manifestants du Hirak. Après, il s'est retourné, si on peut dire, contre Bouteflika. Il avait appelé à l'application de l'article 7, 8, après l'article 102. Quel regard peut-on avoir donc 5 années après le début du Hirak? Le Hirak, pour moi, ça a été une véritable explosion en Algérie. C'est-à-dire que c'est un changement dans l'Algérie qui n'a pas de précédent et qui a fondamentalement changé le paysage, que ce soit politique ou national. Notamment l'impact que ça a eu sur la société, que ce soit sur le plan national ou international, et l'image qu'on a de l'Algérie et du peuple algérien. Le discours qui a été revendiqué à travers tous les slogans qui ont été brandis par le peuple algérien, qui ont démontré une certaine conscience politique extrêmement claire et juste de ce qui se passe en Algérie, en passant par Dawla Madaniya Macha Askaria, donc un État militaire, civil et non militaire, voilà, il y a même des slogans qui ont dénoncé le rôle assez important des Émirats et des Émirats arabes unis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le régime lui-même dit la même chose, que le Hirak l'a dénoncé au début. Donc, pour moi, le Hirak, c'est une étape assez cruciale en Algérie et exceptionnelle. Vraiment, je ne pense pas qu'on ait eu un précédent. Et 5 ans après, on voit que cet impact continue. On voit que le régime a extrêmement peur. Ça a laissé des séquelles assez importantes au sein de ce régime. Et vous parliez de Gaïd Salah, où on peut aussi parler de tous les clans au sein du pouvoir. On peut parler de Tawfiq, Nazar, on peut parler de Djbar Mahanna, on peut parler de tous ces gens-là qui ont vu dans le Hirak au départ une chance pour pouvoir reprendre le pouvoir et se débarrasser du règne de Bouteflika. Et ils pensaient vraiment pouvoir contrôler le peuple, c'est-à-dire on le sort dans la rue, on le rentre à la maison quand on le souhaite, mais finalement ils ont été pris de court et les conséquences sont allées beaucoup plus loin. On avait échangé, je pense, avant l'émission, Assia Gchoud, par rapport donc, à votre situation. Vous êtes algérienne, mais aussi vous avez vécu en France, vous avez grandi en France. Comment vous avez vécu ce Hirak? Vous êtes aussi très... vous militez beaucoup, vous êtes... présente dans les manifestations à Paris, un peu partout aussi en France et en Europe. Comment vous avez vécu donc cet éveil populaire? Oui, alors vous faites bien de dire que je suis non seulement très impliquée dans le Hirak en tant que citoyenne algérienne avant tout, mais je suis également aujourd'hui la présidente du bureau Rachad en France. Donc c'est tout de même une implication qui est allée un petit peu plus loin que le simple militantisme. Et ce que je peux dire en tant qu'Assia Gchoud qui a grandi en France, moi, simple femme algérienne, c'est que ce que j'ai vu en 2019 m'a donné envie de m'engager pour mon pays, alors que comme beaucoup d'immigrés qui avons grandi à l'étranger, nous sentions assez loin de notre terre natale. Sur le plan politique, parce que les seuls rapprochements, c'était familial, quand nous y retournions en vacances. Mais finalement,
nous ne voyions pas à cette époque-là l'implication que nous pouvions avoir dans notre pays. Et le Hirak en 2019 a été pour moi un élément déclencheur parce que j'ai vu que le peuple avait une volonté d'un changement en Algérie, alors que depuis très longtemps, nos éléments de comparaison, c'était le pays dans lequel on vit. Moi en France, d'autres en Grande-Bretagne, d'autres au Canada, etc. On a des éléments de comparaison. Quand on va en Algérie, on sait que ça ne va pas, qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans ce pays, mais on se dit qu'est-ce que moi je peux faire? Je vis à l'étranger. Et finalement, le fait que le peuple soit sorti le 22 février 2019, là, vraiment, c'était une explosion de joie pour nous, la majorité, et on a voulu avoir un rôle. C'était aussi une façon de se réapproprier notre pays qui était un fantasme assez lointain. Très bien. Abdelrahim Moussaoua, c'est pour vous la question, peut-être même la même question. Comment peut-on voir le Hirak, donc 5 années après? Bien sûr, ça a été un sursaut populaire, mais aussi un sursaut pacifique et historique, si on peut dire. Mais il y avait aussi beaucoup de, si on peut dire, de manipulation et de contre-révolution. Votre réaction? Alors, bizarrement, je vais commencer par les contre-révolutions qui, dans l'histoire de tous les pays qui ont connu des révolutions, des sursauts populaires, des contre-révolutions qui sont menées par les régimes en place, les systèmes totalitaires, avec leurs larbins au sein de la société, les partis politiques qui leur sont des alliés, mais aussi et surtout ces fragments, si j'ose dire, des différentes sociétés qui ont des privilèges avec les systèmes totalitaires, et on l'a bien connu en Algérie. Si je reviens maintenant aux 5 années du Hirak qui continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle, parce qu'à partir du moment où il y a des Algériennes et des Algériens, je ne parle pas forcément de la diaspora algérienne à l'étranger, mais en Algérie, tant qu'il y a des analyses, tant qu'il y a de nos concitoyens qui passent à la télé, qui passent à Magharibia, tant qu'il y a des publications sur les réseaux sociaux qui sont toujours sur la trajectoire qui a été dessinée par le peuple algérien depuis 2019, je peux dire que la révolution, elle est toujours en marche. Et je voudrais aborder un point très important. Aujourd'hui, ce qu'il se passe dans le monde, ce qu'il se passe en Palestine, ce qu'il se passe à nos frontières, dans tous ces pays, le Niger, le Mali, la Libye, etc., s'il y a un peuple qui, dans sa globalité, a compris le système qui se profile dans le monde aujourd'hui, cet ancien monde que les puissances mondiales veulent conserver, ce peuple qui a compris tout ce jeu, il s'appelle le peuple algérien. Et si on revient d'ailleurs sur tous les slogans du Hirak depuis 2019, à chaque étape cruciale, à chaque fois qu'un responsable politique en Algérie, militaire ou autre, prenait la parole, il y avait toujours une réponse pacifique, mais claire de la part des jeunes du Hirak. Rappelons par exemple... Mais Abdelrahim Moussaoua, excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y avait aussi des défis. On a utilisé Trouin même contre le Hirak, contre les Algériens donc, qui se sont soulevés. On va écouter ce passage de El Gaïd Saleh et j'aimerais avoir votre réaction juste après. ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية. Donc ça, c'était les déclarations de Gaïd Saleh. Rappelons-le qu'il faisait presque toutes les semaines donc son discours depuis les casernes. Mais aussi les déclarations de Belhimer, l'ancien ministre de Communication. On l'écoute dans ce passage. قام وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمير في حوار خاص به وكالة الأنباء الجزائرية أبرز أن الحراك اخترق
من قبل تيارات سياسية تمكنت من التسلل بين صفوفه بغرض تحييده عن طابعه المواطني والوطني والديمقراطي والتعددي، مؤكدا أن تنظيمات غير حكومية معروفة بجنيف أو في لندن وفلول الفيس المحل، إضافة إلى شرائد مافياوية للنظام البالي على حد قوله، تعمل دون هوادة في مواقع مختلفة، بما في ذلك من وراء القضبان للتحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف. وزير الاتصال عبد الرحيم Moussa. Dans la nature d'un être humain, ou peut-être d'un système politique connu pour son caractère autoritaire dans un pays, lorsqu'on a peur, on passe parfois à des actes de violence, à des actes qui pourraient être irresponsables. Donc il y a eu des périodes, effectivement, de Tahwin. La plus grosse campagne de diabolisation du Hirak a été menée par un régime dès les premières heures. Sachant que tout à l'heure on a parlé du sursaut populaire, parce qu'il ne faut pas oublier cette étape de confirmation, notamment le 8 mars 2019, quand il y a eu un début, dès que le système en place avait compris que le peuple, finalement, il n'était pas là seulement contre le 5e mandat de Bouteflika, mais c'était pour c'est-à-dire le départ de tout un régime. Le Yitnahaouga, la fameuse phrase qu'on a entendue tout à l'heure de notre frère Sofiane, et puis tous ces slogans qui sortent par dizaines, je dirais même par centaines, tous les vendredis, sans oublier les mardis des étudiants. Il me semble qu'il y a eu des étapes que le système en Algérie avait franchies, celle de Tahwin, celle de mettre en place des lois dans la Constitution. On est arrivé même à l'article 87 bis de la Constitution. Non seulement ça diabolise, mais ça criminalise l'acte politique. Le fait d'avoir déclaré que deux organisations comme le Mak et Rached sont des organisations terroristes, c'était un aboutissement d'un processus de Tahwin, celui de vouloir aussi mettre le Hirak dans le tiroir, et à partir de là, à partir du moment où le système commençait réellement à savoir que le peuple voulait son départ entier et sans retour en arrière, il a commencé à réprimer, il a commencé à emprisonner. Et je peux dire en quelques mots que 5 années après, le 22 février, les marches globales en Algérie, on arrive à un moment où le système en Algérie aujourd'hui, il s'acharne contre un peuple pacifique, contre un peuple connu sous le nom du peuple de la Silmia. Et vous avez un Hirak qui gagne encore avec plus de maturité, dans la mesure où le silence du peuple algérien aujourd'hui, s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas de marche, c'est un silence responsable du peuple. Très bien. Ilyas Jubaili, Abdelrahim Moussawar parle d'un système de diabolisation du Hirak. Les Algériens l'ont vécu bien sûr en 2019, mais quand on parle de système de diabolisation, on peut parler aussi des outils de ce système de diabolisation. Il y avait les médias, les Algériens étaient très clairs. Ils parlaient des médias algériens sans crédibilité, mais aussi il y avait une certaine élite, si on peut dire, parler de cette certaine élite. Elle était aussi complice et elle était aussi un outil de diabolisation de Hirak. On va écouter donc cette petite vidéo de personnalités politiques différentes parler du Hirak. يجب أن لا يغيب عن الشعب الجزائري إدراكا منه بأن غيابه عن الانتخابات القادمة هو تمكين للعصابة بأن تستمر في عهدة وتجدد عهدة Ilyas Jubaili, le régime algérien, bien sûr, s'est appuyé sur les médias, mais aussi une certaine élite pour diaboliser le Hirak. Au fait, il y a 3 critères fondamentaux autour desquels le régime algérien, qui de façade, on va dire, un régime politico-militaire, voilà, parce que c'est une façade civile, mais derrière, c'est les leviers militaires qui sont activés, qui s'appuie sur 3 critères. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la corruption. Deuxièmement, la rente. Et troisièmement, c'est-à-dire la purge. Ce sont les 3 critères de gouvernance autour desquels le régime a toujours gouverné. Maintenant, quand vous avez tout à l'heure passé le Gaïd Salah, quand il haranguait les foules, il haranguait au départ, si vous voyez bien, les militaires.
Parce que c'est la force sur laquelle, c'est la force d'appui, c'est la force qui possède la force pour gouverner l'Algérie. Il disait Khawa Khawa, et attention, chef des maïs et tout. À vrai dire, comment il s'appelle, le défunt Gaïd Salah n'a jamais pensé au peuple. Il voulait activer 3 articles de l'ancienne Constitution, en l'occurrence le 7-8, en imposant, en disant il faut restituer la souveraineté au peuple. Et à une semaine près, il s'est retiré du peuple parce qu'il a senti que le vent, il commence à tourner, que Saïd Bouteflika finalement a choisi son camp, Tawfiq, pour remettre encore, si vous vous rappelez que Tawfiq, il a fait appel à Yamin Zaroual, ex-général en retraite, pour prendre, soi-disant, pour gérer la transition démocratique, et celui-ci a refusé. Donc à partir du moment où les intérêts de Gaïd Salah et son clan n'étaient pas en son faveur, il a demandé la vacance du pouvoir en activant l'article 102. Voilà. Donc, en fait, finalement, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple algérien, c'est pour satisfaire ou bien répondre aux intérêts d'une classe qui gouverne l'Algérie. Donc, je le redis, que ce soit un clan A, un clan B, vous additionnez tous les clans, c'est un non-événement pour le peuple algérien. Le peuple algérien décide, de facto, c'est un cycle irréversible, de changer la gouvernance de l'Algérie, c'est-à-dire il veut établir un état de droit. C'est irréversible, c'est ça la question. Maintenant, si on se permet de dire est-ce que c'est quoi depuis 5 ans, comme je disais hier, mais dans le fikra, l'idée, elle est composée de deux petites idées. La première idée, c'est l'idée de militer toujours. Et la deuxième idée, c'est l'idée principale, l'idée comment changer la gouvernance de ce pays de façon démocratique et surtout pacifique. Parce que la Silmiya, c'est un des leviers importants sur lesquels le Hirak s'est appuyé pour avancer. Parce que, je veux dire, il sait pertinemment que ce régime, face à lui, il n'y a que la Silmiya pour s'en sortir. Et aussi, faut mettre les choses dans leurs cases respectives, c'est que quand le Hirak a émergé face à un régime qui a la culture de la lutte contre les opposants internes, c'est-à-dire il a un savoir-faire diabolique, de manipuler les masses, les calomnies, d'acheter, de vendre. Donc tout ça, ça fait partie. Absolument. Ça fait aussi l'IS, l'affaire du drapeau à Mazir, qui a été soulevé par Gaïd Salah, bien sûr, et c'était un outil de division qu'a utilisé le régime algérien. On va écouter Gaïd Salah et je reviens un peu juste après. للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية. للأسف قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع الرايات الأخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا. فللجزائر عالم واحد استشهد من أجله ملايين شهداء وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز السيادة الجزائرية واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب. L'Ias Jubail, il y avait eu intention donc de diviser le Hirak et de singulariser, si on peut dire, la région de la Kabylie. Le drapeau d'abord, il faut rappeler, c'est un drapeau qui représente la culture amazigh, berbère, mais aussi qui touche un peu presque le nord d'Afrique. Il n'y a pas que l'Algérie. En fait, l'emblème amazigh et l'emblème berbère, c'est un emblème, donc c'est quelque chose de culturel et qui n'est pas présent pour concurrencer le drapeau national. Donc ce sont deux drapeaux qui cohabitent pour montrer l'existence de ce peuple algérien, et ça permet aussi de pousser le peuple algérien à se réconcilier avec son histoire et à retrouver l'unité autour de l'emblème amazigh,
aussi, parce que c'est son identité, c'est la matrice identitaire du peuple, qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité, et aussi le drapeau national. Donc il n'y a pas une concurrence, c'est que malheureusement, le défunt Gaïd Sadah, il a utilisé pour dire, pour casser, pour diviser, et dire attention qu'il y a une intrusion au sein de ces manifestations, c'est quelque chose d'étranger, c'est comme s'il voulait faire une résection de l'histoire de l'Algérie en imposant un seul drapeau. Mais il faut dire à nos compatriotes qui nous suivent, le drapeau national et l'emblème amazigh, ce sont deux drapeaux qui cohabitent. Je veux dire, c'est au contraire, quand vous réconciliez votre peuple autour de son histoire, vous gagnez le peuple et vous construisez un état de droit et vous avancez. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas construire un état de droit, un grand pays, avec un peuple qui diminue de son histoire. Donc, il l'a utilisé malheureusement et je veux dire, ça a desservi un peu le Hirak, il faut le dire. Et puis, ça a permis aussi le camp des diviseurs, ceux qui prenaient la division, de casser en plein fouet le Hirak. Mais tout ça, le peuple a survécu. Les militants ont survécu. La militance a survécu. Parce que le Hirak, il est là. Et vous savez, le Hirak, ce n'est pas une révolution, je dis bien à nos amis, c'est un processus révolutionnaire. Il n'est pas figé ni dans le temps ni dans l'espace. C'est-à-dire peut-être, je dis peut-être, le Hirak traverse une période difficile, mais il n'a jamais échoué. On peut dire que c'est une action non aboutie pour un moment déterminé, mais il reprendra de plus belle. C'est ça l'une des plus belles révolutions algériennes aussi. Elle a commencé en 1954 et elle a fini en 1962 avec l'indépendance, malheureusement, l'indépendance territoriale et non de l'humain. Reste avec nous, Elias Jubaili. Quand on regarde ces images, bien sûr, les Algériens étaient conscients, surtout ceux qui sortaient donc dans ces manifestations. Il y avait une conscience politique, il y avait une conscience des défis par rapport donc à cette révolution pacifique. Aussi, il y avait une intention des autorités du pouvoir à diviser les Algériens, à semer la haine entre eux, mais les Algériens, ils étaient très clairs dans leur slogan Khawa Khawa. On l'écoute. Mais que je dis Haouya Khawa Khawa. Oui, Nasser, quand je vous écoute parler, en fait, vous conjuguez au passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que non seulement le peuple avait conscience, une conscience politique bien claire et bien établie, mais il l'a encore. Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a disparu. C'est quelque chose qui s'est construit sur un certain nombre d'années, de lutte en lutte. Ce peuple algérien a eu une transmission déjà de ceux qui ont lutté avant lui. Il y a eu une observation historique de ce qu'il y a en Algérie, de qui fait quoi, qui est qui. Et jusqu'à aujourd'hui, le Hirak et la révolution dans son ensemble, l'âme de la révolution est dans le foyer de chaque Algérien. Et je pense que ce qu'on voit avec le régime, avec ce système, et la peur qu'il a du peuple en permanence, le fait qu'il ait fermé absolument toutes les voies discordantes en Algérie, mis à part celles qui, finalement, est tableau, ceux qui applaudissent à tout ce qu'ils font, le fait d'avoir enfermé le champ médiatique et le fait d'avoir enfermé les militants politiques dans les prisons, c'est-à-dire que c'est un enfermement de l'Algérie dans son ensemble. Il faut savoir qu'en Algérie, c'est une prison à ciel ouvert actuellement. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais c'est de pire en pire. Et le Hirak, la révolution, est véritablement dans chaque foyer et dans le cœur de chaque Algérien. C'est une question de moment et d'instant. À n'importe quel moment, ça risque d'éclater. Et le régime le sait. Pourquoi il ne laisse pas le peuple sortir, manifester sa solidarité avec le peuple palestinien? Pourquoi ils organisent une journée du Shahid à Paris, place de la nation française, et non pas la nation algérienne? Et ils ne tolèrent pas qu'on organise une journée du Shahid à Maqam Shahid à Alger, ou dans n'importe quelle grande ville d'Algérie. Pourquoi?
Parce que ce système, ce régime, cette dictature a peur du peuple algérien. Voilà où est vraiment le nerf de la guerre. Et vous savez que le Hirak n'est pas mort. Nous, diaspora, enfin je parle en mon nom avant tout, mais je pense que mes camarades partagent, nous continuons à être l'écho de la voix du peuple algérien parce qu'actuellement, il ne peut pas s'exprimer. Mais finalement, c'est cette flamme qui continue, mais à un moment donné, ça va être repris en Algérie. Et le peuple va ressortir. Et c'est une question de temps. C'est simplement une question de temps. Très bien. Vous pouvez interagir, bien sûr. Hein. Donc, oui. vous avez cette liberté. Abderrahim Moussawar, vous voulez dire quelque chose, Elias? Abderrahim Moussawar, on va revenir donc sur cette peur qu'a décrite Choud, la peur du régime, du peuple algérien, de ces manifestations pacifiques, mais aussi Macron a rappelé donc, que le Hirak a secoué les fondements d'un système politico-militaire, cette fragilité du système. Elle s'est appuyée, si on peut dire, sur des médias qui ont diabolisé le Hirak, sur une certaine élite. On a écouté donc, dans ce passage quelques personnes politiques donc, qui ont essayé aussi de semer le doute par rapport à cette révolution. Je pense que déjà Macron, pour moi, il n'est pas le bon exemple pour parler du Hirak du peuple algérien. Parce que tout simplement voir comment... Mais le constat qui le constat, oui, non, voilà. on peut prendre les propos. On parle du constat. Mais je constat comprends par rapport à la tout situation et par rapport au oui, non, mais moment du Hirak. je suis tout à fait d'accord. Après, quand je dis que Macron n'est pas le bon exemple pour parler des libertés, de la démocratie ou même de ce que fait le peuple algérien, il n'est même pas non plus question, il n'est même pas question aussi de lui parler de ce qu'il se passe en Algérie. D'ailleurs, sa visite le 25 août, il y a 3 ans, 2022 je pense, 2022, sa visite en Algérie. On a vu un président français qui est parti en Algérie. Il peut parler de la démocratie, il peut parler des droits humains, sans oublier que ce système, lui-même, il en fait partie. Il fait partie de ceux qui ont toujours soutenu la dictature militaire en Algérie. C'est l'histoire qui nous le dit. Je peux reprendre aussi des propos qui ont été tenus par un ancien ambassadeur de la France en Algérie, Driancourt, qui passait tout son temps à parler du Hirak et à dire que le Hirak est mort. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. De l'autre côté, ça c'était pour montrer, non seulement il parlait du Hirak qui est mort, qu'ils ont déjà assassiné en étant vivant, il parlait de la complexité du système en Algérie, même à l'époque de Bouteflika. Et je rappelle aussi que lui aussi, il était ministre des Affaires étrangères, plutôt il était ambassadeur de France à Alger, à l'époque de Bouteflika. Donc parfois, la cohérence, la maturité politique que l'on a constatée chez le peuple algérien n'est pas partagée, ne se trouve pas de tous les côtés. Il y a un autre point aujourd'hui, ce qui est encore dangereux. Quand vous prenez un ministre des Affaires étrangères, Attaf, qui s'adressait à Khadija Ben Ghana, elle lui a posé la question sur comment, partout au monde, dans le monde, dans les pays occidentaux, des millions de citoyens sortent pour soutenir la cause palestinienne, et un peuple qui a toujours manifesté son attachement à la cause palestinienne, parce que si le peuple algérien porte à cœur cette cause palestinienne, ce n'est pas une question de hasard ou de simple solidarité. C'est parce que nous, les Algériens, nous avons été colonisés, et c'était une colonisation de peuplement, comme ça a été le cas en Afrique du Sud. C'est pour cela que cet attachement de l'Algérie à la cause palestinienne, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose d'historique, et qu'il n'y a que ceux qui ont été brûlés par la braise qui peuvent ressentir la douleur. Ça, c'est un adage algérien. Donc là, aujourd'hui, Attaf qui répondait tout simplement à Khadija Ben Ghana en disant: les Algériens n'ont pas la culture de la marche. Les Algériens n'ont pas l'habitude de marcher. Je rappelle que ce système néocolonial en Algérie,
qui a repris les mêmes méthodes de la colonisation, mais dans une ère nouvelle. Aujourd'hui, c'est lui qui a empêché toutes les marches en Algérie, à Alger notamment, entre 2001 et 2011. Et je rends un grand hommage à tous ces étudiants qui ont cassé ce tabou en 2011. C'était le 12 avril 2011. On a fait une grande marche de dizaines de milliers d'étudiants, les médecins. Et je voudrais rappeler que le Hirak de 2019, c'est la continuité d'un processus. Un peuple qui a longtemps été fustigé, longtemps été divisé, longtemps marginalisé, longtemps mis à l'écart de l'exercice démocratique, en 2019, il nous a montré une chose, c'est qu'il est plus mûr, mature politiquement, il est plus responsable que le système en place, mais aussi des organisations qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février, c'est l'anniversaire de la création de l'UGTA, le 24 février 1956. Aïsset Idir et tous ces travailleurs algériens qui ont pris leurs responsabilités et rejoindre la révolution. Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à rajouter, si tu me permets, Nassar, c'est que nous sommes en 2024. Nous sommes dans une situation où, 5 années après le début du Hirak en 2019, le peuple n'a pas bougé d'un iota de sa maturité politique, de son sens de responsabilité, de sa silmia, de ses appels à l'apaisement. Mais de l'autre côté, vous avez un système qui a doublé de son acharnement, qui a doublé de ses arrestations. Il a fermé tous les champs politiques, médiatiques, associatifs, syndicaux. Il a réprimé, il a emprisonné. Il est en train d'emprisonner des militants aujourd'hui. Je pense à ces militants du Hirak, de Kharata, qui ont été emprisonnés pendant 2 ans. Il y a quelques jours de cela, le procureur de la République a fait une cassation. Ils ont été emprisonnés de nouveau pour 2 ans. Vous voyez, donc cet acharnement à chaque fois, le peuple, quand il est sorti en 2019, c'était aussi pour dire basta le Hagra, c'est fini la Hagra. Nous sommes aujourd'hui. Mais il y a une question qui est très importante, parce qu'on n'a pas aussi beaucoup de temps pour cette première partie, Abdelrahim Moussawa. Ceux qui observent donc la scène politique algérienne, ils vous diront. C'est vrai que c'est historique quand on parle du Hirak, c'est extraordinaire. Le monde entier a vu dans ces manifestations pacifiques qui a changé l'image même de l'Algérie. On avait parlé d'une image qui était... on parlait de l'Algérie dans des plateaux vraiment une image décadente, entre guillemets, parce qu'un Bouteflika qui a disparu depuis 2013... Donc, et là, on est devenu la risée, entre guillemets, du monde. Ce Hirak a changé l'image de l'Algérie. La question que je veux poser, comment ce régime a pu imposer sa feuille de route? Très rapide. Le régime n'a pas imposé sa feuille de route. Le régime, il est dans un processus logique qui est propre à tous les systèmes dictatoriaux, à tous les systèmes totalitaires. Parce que si c'était réellement une tentative d'ouverture politique, une tentative d'inscrire le Hirak, comme ils l'ont appelé, le Hirak al-Asil dans la Constitution. Allons faire une vraie Constitution, allons faire une vraie transition. Ouvrons le champ politique et médiatique à ce peuple. Vous dites le Hirak al-Asil, vous dites le Hirak Talahum, c'est-à-dire la cohésion entre le peuple et son armée. Allons voir sur le terrain la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui, il y avait même la journée du 22 février qui a été donc constitutionnelle. Le Hirak béni, alors qu'on n'a pas laissé les Algériens sortir dans cette journée. Effectivement. Mais les Algériens n'ont pas le droit de sortir de toute façon. Parce que si on laisse... Même avec un drapeau algérien sur le dos. On se fait embarquer. Algérien sur le dos, on ne peut pas sortir à la place d'Odin ou devant le Baled Markazé. On ne peut pas sortir avec un drapeau algérien sur le dos. Lorsqu'un système totalitaire a peur du peuple, il sait que même lorsqu'il s'agit d'une manifestation pour célébrer une date historique qui a marqué l'histoire du pays, ça peut se retourner en contestation. Et de la plus belle des façons. Hirak Silmi, aujourd'hui, le message qu'on a, parce qu'aujourd'hui, politiquement, lorsqu'on fait de la politique, on doit être responsable avec soi-même d'abord, mais avec son interlocuteur. On a un système totalitaire en place. S'il veut vraiment passer à une vraie transition qui respecterait, qui émanerait du peuple, qu'il arrête les arrestations, qu'il libère les détenus politiques et d'opinion, qu'il ouvre le champ politique et médiatique, qu'il laisse le peuple s'exprimer dans ces espaces d'expression populaire, d'expression démocratique qu'il a arrachés en 2019. À partir de là,
on va savoir, on va voir, on va s'apercevoir définitivement que le peuple il est déjà dans un agenda qui s'appelle le changement pacifique et l'édification d'un état de droit. C'est pour cela que je disais le pouvoir n'a pas réussi à imposer sa feuille de route. Très bien. Niasse Dubaï, je sais que tu voulais réagir. Oui, alors je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il faut tenir un discours de vérité. Que tu sois pas d'accord. Oui, bien sûr, parce que c'est ça ce que, au fait, il faut qu'on tienne un discours de vérité. Au fait, c'est que je suis d'accord, le peuple algérien a atteint une maturité exceptionnelle en termes de militance parce qu'il sait que le changement il devient irréversible. C'est que malheureusement, c'est que nous avons sous-évalué ce savoir-faire diabolique du régime parce qu'il a imposé sa feuille de route. Qu'on le veuille ou pas, un régime dictatorial, au bout d'un an, de 2 ans, s'il y a une pression terrible, je veux dire, il peut s'effondrer, ne serait-ce qu'il peut se retirer de façon progressive et restituer la souveraineté au peuple. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire. Il y avait aussi une pression sur le Hirak. Tout à fait, oui. C'est des milliers, on n'a jamais vu ça, des milliers d'Algériens qui ont été emprisonnés, jetés en prison. Des associations qui étaient créées dans les années 90, dissoutes. Des chefs de parti poursuivis en justice. Il y avait aussi une certaine pression qui n'était pas facile sur les Algériens. Je pense que peut-être même le régime voulait que ça soit une révolution un peu où il y a un peu de violence, un peu de... Oui, tout à fait. Moi, je dis que le peuple a survécu parce que je pense que le peuple a compris que la violence, ce n'est pas une issue pour aboutir, pour aller jusqu'à la victoire, jusqu'à l'édification d'un état de droit ou bien arriver à une période de transition. Mais le régime, il a imposé sa feuille de route. Mais je rassure mes chers compatriotes, cette feuille de route, elle n'est pas éternelle, elle est éphémère, elle est d'une durée déterminée. Forcément, c'est la raison du peuple qui revient après. Mais le peuple doit aussi, avec l'élite, avec l'opposition, doivent travailler ensemble. Il faut mettre des passerelles. C'est-à-dire, si on est là à chaque fois pour mettre et pour donner des constats, et sans donner des perspectives et des solutions au peuple, on ne peut pas avancer. Parce que maintenant, vous demandez c'est quoi un Algérien, il vous dit c'est quoi la solution. Le constat, il est là. Si on dit est-ce que Macron il est avec nous ou contre nous, moi je me rappelle en 2021, Macron il avait une vision dichotomique du Hirak. Il avait une vision dichotomique. Il avait un pied avec le Hirak réel, le Hirak le vrai, le Hirak du peuple. Et il avait l'autre pied avec le régime. Disons, attention, donnez du temps au temps. Donnez à Tebboune le temps pour qu'il fasse les réformes. Mais ça, le peuple algérien a compris que finalement, que Macron, à partir du moment où vous n'avez pas le rapport de force sur le terrain, forcément, toutes ces chancelleries occidentales, elles sont du côté du régime. Mais je dis et je redis, la solution, comment mettre en place une passerelle et travailler ensemble et comment trouver les perspectives. Maintenant, vous avez des élections qui vont arriver, comment le peuple va contourner cette mascarade. Parce que la constitution qui a été élaborée, le peuple n'a jamais touché à sa constitution. Et c'est ça. On a remanié 10 000 fois la constitution. Est-ce que ça aboutit? Non. Nous avons la première constitution écrite, elle a été faite dans une salle de cinéma. Est-ce que le peuple a gagné? Est-ce que les élections présidentielles est une solution pour l'Algérien? Non. Parce que les élections présidentielles ne sont pas une solution. Parce que la solution, elle est beaucoup plus complexe. La solution, il faut que le régime lui-même comprenne qu'il n'a plus rien à faire finalement. Il est dans une impasse de grande ampleur. Il n'utilise que le côté sécuritaire pour imposer sa feuille de route. Et la seule solution, il faut qu'il restitue, il faut qu'il comprenne le vœu d'un peuple pour changer les choses. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Abdelrahim, en ouvrant les champs médiatiques, en autorisant l'opposition à travailler et en acceptant une période de transition. Je veux dire, mais dans son intérêt et dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de cette Algérie. Et dans cette Algérie, parce que le peuple algérien, c'est un peuple pacifique. Depuis 2019, nous n'avons jamais vu une violence émanant du peuple, quoique le régime a tout fait, a manipulé tous ses services, il a mobilisé ses services secrets, tout son appareil sécuritaire pour heurter et pour pousser le peuple à la violence. Non, c'est un échec cuisant pour lui. Et même aussi, le peuple algérien a été d'un savoir-vivre et d'un pacifisme exceptionnel. Il a lui-même décidé d'arrêter la manifestation et les marches
quand il y avait la pandémie qui était de grande ampleur. Donc tout ça, vous savez, Nasser, la silmiya, c'est pas une faiblesse. C'est une force morale, enfin, c'est une épreuve de force morale. Et le régime, il devrait la comprendre, que le peuple, il peut arriver à construire un état de droit que par la silmiya. Le régime, il n'a plus de carte à abattre. La seule carte qui lui reste, c'est de comprendre ce que demande le peuple, ouvrir les champs et surtout permettre à l'opposition de faire la connexion avec le peuple pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est à nous de trouver la solution. Je suis pour les constats, mais un constat, il est de courte durée. Maintenant, comme disent les Anglais, on doit trouver la solution dans une feuille qui s'appelle le business case politique. Quelle est la solution? Quelle est la perspective pour sortir l'Algérie de ce guépier de façon définitive? Très bien. Quand on revient un peu en arrière, mais il faut dire aussi qu'il y avait une pression sur les Algériens. Le Hirak, Liaj Beli a parlé donc des moyens qui ont été utilisés par le régime pour contrer cette révolution, la répression d'un côté, Tchouine de l'autre côté. Ça n'a pas été facile. Oui, bon, déjà, je voulais juste rebondir sur l'histoire de feuille de route, parce que moi, je pense que c'est un peu disproportionné que de parler de feuille de route, à mon avis. Du régime. Oui, le régime. Oui. Son seul intérêt, je pense, c'est de se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de direction. Ils vont dans toutes les directions et je reviens à la question que vous venez de me poser. Justement, elle rentre dans... je pense qu'il y a quand même une transition. Parce que nous combattre les militants, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est toujours dans sa stratégie de se maintenir au pouvoir. Et finalement, il n'y a pas une réflexion pour l'Algérie ou pour le peuple. Le seul intérêt de ce régime, c'est se faire la guerre d'un clan à l'autre. Donc, bon, je ne sais pas combien il y a de clans à l'intérieur de ce système et je n'ai pas envie de le savoir. Parce que pour moi, c'est un seul clan, c'est celui qui empêche l'Algérie d'avancer aujourd'hui. Et qui ne travaille pas pour l'intérêt du pays, ni l'intérêt du peuple algérien. Donc, ce système nous fait la guerre. C'est clair qu'il a mis un certain nombre de moyens, les moyens qui appartiennent à l'Algérie, au peuple. Hein. C'est l'argent du peuple, tout simplement. Il a mis en place un certain nombre de moyens pour nous faire la guerre, pour nous poursuivre, pour mettre en place une propagande qui est quand même assez virulente à travers ces médias, tous ces nervis, etc. Et voilà, le seul intérêt pour ce régime, pour ce système, et le peuple algérien l'a très bien compris. Derrière vous, il y a le slogan « Itna Haouga ». Ce n'était pas pour rien, parce que c'est tout un système. Quand on parle de Itna Haouga, le peuple n'est pas en train de dire qu'on enlève le ministère de la Défense, on enlève le ministère de l'Éducation ou de la Santé, les institutions. Ou les institutions. Il ne dit pas qu'on enlève l'armée. Quand il parle de Itna Haouga, ceux qui nous empêchent d'avancer. Ce système-là, ces généraux, ces hommes politiques, ces corrompus, c'est cela Itna Haouga. Très bien. Abdelrahim Moussaoui, parce que très rapidement. Nasser, je voudrais rebondir sur ça aussi, oui. je vais vous laisser rebondir, mais sur ça aussi, sur ce slogan Itna Haouga. Parce que même le régime l'a utilisé donc, pour contrecarrer le Hirak et semer la confusion, si on peut dire, les Hirakis, s'ils veulent donc la destruction de l'État algérien. Itna Haouga, donc je rends tout le temps hommage à notre frère Sofiane avec son génie Itna Haouga d'un revers de la main, en comprenant, comme l'a compris le peuple algérien, qu'il ne s'agit pas d'une personne, qu'il ne s'agit pas d'un clan, mais de toute une composante d'un système qui nous gouverne depuis 62, bien sûr, en faisant tout pour satisfaire ses alliés à l'Occident ou ailleurs, ceux qui nous gouvernent, et on peut même les qualifier de forces compradores qui pillent les richesses d'un pays, d'un peuple, pour satisfaire ceux qui leur donnent une véritable feuille de route de l'Occident. Donc Itna Haouga, à partir du moment où le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait compris que le peuple n'en voulait pas, c'est-à-dire il ne voulait pas
de tout ce système, il a commencé à utiliser on est revenu sur le drapeau berbère, sur des composantes plurielles du peuple algérien, mais aussi de ce slogan, parce qu'il avait tout simplement utilisé, comme d'habitude, comme ça a toujours été le cas, la menace de l'extérieur. D'ailleurs, ils disaient bien Shirvima, Dakhl Hirak, Atraf Ajnabiya, ça veut dire il y a la main de l'étranger. La main de l'étranger a toujours été la main magique avec laquelle le système a essayé de nous endormir. Mais donc c'était ça quelque part l'objectif. En revenant en 2019, la violence, plutôt la Silmia, n'a pas commencé qu'en 2019. Le moment où le peuple algérien était obligé de prendre les armes pour se libérer, c'était la guerre de libération. Même avant la guerre de libération, c'était l'aboutissement d'un processus démocratique où les Algériens s'organisaient en associations, en partis, en syndicats. On parlait tout à l'heure de l'UGTA. Et toutes les voies démocratiques, toutes les voies pacifiques qui étaient menées par nos grands-parents, elles étaient arrêtées, elles étaient stoppées par l'autorité coloniale. Donc un peuple était obligé de prendre les armes pour se libérer. En 2019, je reviens même en 63, en 80, dans les années 90, cette guerre qui a été menée contre le peuple par un système néocolonial avec toutes ces composantes, de l'extrême vers l'autre extrême, le peuple a toujours voulu. D'ailleurs, nos mamans, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Attention, faites attention, c'est votre pays. Faites attention à vous-même. C'est avec ce message que nous avons grandi. À chaque fois que le peuple algérien a voulu manifester son mécontentement politiquement, pacifiquement, c'est toujours le système qui a ramené les situations vers les catastrophes. Même en 88, octobre 88, la première balle, il y avait une balle de police qui est partie de la part des policiers. Donc ça a créé tout ce qu'on a vu par la suite. Aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle d'une feuille de route, moi, il me semble que lorsqu'on mène une feuille de route, sa réussite, le fait d'imposer une feuille de route, il y a un début et il y a un aboutissement. Est-ce qu'il y a l'aboutissement de la feuille de route du système en Algérie? Non. Mais la feuille de route du peuple, elle est en marche dans la mesure où 5 années, avec les répressions, avec les feux de forêt, avec le coronavirus, que le pouvoir a essayé d'instrumentaliser pour diviser, avec l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, c'est le papa de Jamal Ben Smaïl qui, le lendemain, a appelé à l'apaisement, a appelé à la fraternité. Cela même, le discours du père de Jamal Ben Smaïl s'inscrit dans la silmia, s'inscrit dans la fraternité que le peuple, dont le peuple a témoigné depuis 2019. Et les solutions. On se pose la question, le peuple n'est pas sorti seulement contre le système néocolonial en Algérie, mais aussi contre ses mentalités, contre même les structures partisanes, syndicales, associatives qui reprennent ces mêmes mentalités. C'est ce peuple qui nous donne du courage, c'est ce peuple qui peut nous proposer des orientations. Si l'IS, personnellement, je me suis intéressé à tous ces slogans qui ont été, diffusés tous les vendredis. C'est des milliers de slogans qui peuvent être dans une Algérie plurielle, une Algérie du peuple. Des programmes politiques. Non seulement des programmes politiques, le respect de la dignité humaine, de la personnalité humaine, mais aussi des prémices vers une vraie constitution, vers un véritable génie populaire pluriel. Très bien, parce qu'il me reste 2 minutes. Oui, faites le Tnahaouga, pour moi c'est le slogan phare, il a tout son sens, il a un sens très très important. Et Tnahaouga, c'est-à-dire c'est déraciner, décapiter la résection de la base de commandement occulte, qui permet de gouverner cette Algérie. Le régime algérien politico-militaire a toujours utilisé, soit à l'intérieur, ce qu'on appelle dans le jargon des politiciens, la 5e colonne, c'est-à-dire la colonne Merfi à l'intérieur qui travaille à creuser la division de l'Algérie, ou la Yad el-Khaliji de l'extérieur. Tout ça, c'est pour faire peur au peuple et de dire attention, il y a moi, il y a autre. Il faut dire que ce régime a toujours programmé la violence. Depuis des années 90, il faut dire les choses. La programmation, c'est émanant de ses services. Il a toujours utilisé la violence, il excelle dans les violences. C'est la caractéristique même d'un régime politico-militaire. Maintenant, au fait, quand on dit Tnahaouga, c'est changer les mentalités, c'est repartir de plus belle, repartir de zéro, c'est-à-dire désallier
d'aliéner les institutions algériennes, le patrimoine du peuple algérien qui sont sous la coupole de ce régime, c'est-à-dire militer afin que la police politique et le police SIS et non le mukhabarat, parce qu'il faut faire aussi la nuance, le police SIS et la police politique ne doivent pas être au service d'un régime, ne doivent pas élire un tel ou un tel et décider. C'est ça ce qu'on appelle, nous sommes dans un régime policier. Elle ne doit pas exister. Oui, tout à fait, absolument. La police politique, elle doit déraciner. Absolument, bien sûr. Merci Nias. Non, la police politique. Non, qui travaille au service de ce système. Attends, on veut un pays avec des institutions, tout à fait, y compris qui sont au service des du peuple, services oui, qui sont au mais les service services du peuple, secrets, comme leur nom l'indique. les services secrets qu'on appelle les services propres, qui participent dans la sauvegarde de l'intégrité du pays, du peuple, c'est pas, il ne faut pas qu'ils soient instrumentalisés par la police politique pour casser le peuple et pour diviser le peuple et pour instaurer une dictature. Juste 10 secondes. Oui, bon, si on a 10 secondes, dans ces cas-là, je vais clôturer en disant déjà merci pour cette invitation ici même à Londres et simplement envoyer peut-être un message d'espoir en disant que le Hirak continue. 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, nous serons là, nous continuerons. Le message du peuple. La promesse du peuple algérien, elle est là. C'est celle de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre, indépendante, souveraine, qui, dans toutes les institutions, porte la souveraineté du peuple. Merci beaucoup à vous. Merci Abderrahim Moussawar, enseignant militant politique à Texaha. Merci Sieg Choud, activiste politique, militante des droits de l'homme. Barakallahu Fik, vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui dans ce plateau de Londres. Merci à notre ami Ilyas Jubaili, économiste, ingénieur. Tfadal Ilyas. Moi, je dis au peuple algérien, vous êtes avide de liberté, ne perdez jamais d'espoir. Nous avons un grand pays qui s'appelle l'Algérie. Nous allons réussir. Prenez votre mal en patience et nous réussirons ensemble. Barakallahu Fik. Voilà. Ilyas Jubaili, donc économiste, ingénieur et militant politique. Et comme ça, on est arrivé donc à la fin de cette première partie. Restez avec nous. On va aller juste pour un petit break. On va revenir avec des invités et on va continuer donc par rapport à la situation de notre pays 5 années après le début du Hirak. Restez avec nous.